Hop là. Aujourd'hui, on vous donne des astuces et conseils en situation réelle pour bien pêcher la truite au poisson nageur. Alors tout d'abord, je vous présente l'ensemble que j'utilise pour pêcher la truite au poisson nageur. Alors aujourd'hui, je suis sur une rivière de Normandie de petit gabarit, donc très étroite et puis avec une profondeur réduite. Donc pour ces raisons, j'ai choisi l'ensemble suivant, donc une canne assez courte, 1,98 m, donc c'est tout à fait adapté à ce type de cours d'eau. Son action, elle doit être ni trop fast ni trop soft pour pouvoir utiliser tout type de poisson nageur. Concernant la puissance, elle doit bien évidemment couvrir les grammages des leurres que j'utilise, donc qui vont généralement osciller entre 5 et 15-20 grammes grand maximum. Sur cette canne, j'ai équipé un moulinet de taille 2000 avec un ratio médium. Encore une fois, certains poissons nageurs nécessitent une faible récupération, d'autres une récupération plus importante. Donc récupération médium de 70 à 75, c'est l'idéal pour couvrir toutes les pratiques et pouvoir utiliser tous les poissons nageurs. Il suffira d'adapter la vitesse de récupération. Ce moulinet, je l'ai équipé de tresses, une tresse fine de 10 centièmes ici. L'avantage de la tresse, vous le savez, c'est qu'elle n'a pas d'élasticité, donc ça permettra de réaliser des animations précises, donc de bonnes impulsions à chaque coup de sion et de garder contact avec le leurre, donc de réagir à la touche et de ressentir le moindre contact sur le poisson nageur. En pointe, bien évidemment, on ajoutera tout de même un badline de discrétion en fluorocarbone, de diamètre adapté donc au milieu, là en l'occurrence un diamètre de 18, 20, 22 centièmes convient parfaitement. Concernant le raccord du poisson nageur au badline, on utilise une agrafe, c'est plus pratique et plus rapide et ça offre une liberté de nage au poisson nageur. Alors bien entendu, cet ensemble, il est adapté au milieu que je pêche aujourd'hui. Maintenant, si vous pêchez de plus grands milieux avec potentiellement de plus gros poissons, n'hésitez pas à allonger quelque peu la canne, sa puissance, mais également le diamètre de vos filaments. Donc une tresse un peu plus grosse, de 12 à 13 centièmes, un bas de ligne qui va monter jusqu'à 25-28 centièmes pour pouvoir utiliser des poissons nageurs plus gros et donc tenter de plus gros poissons. Ah, là, ça pêche fort. Là, c'est bien. Tiens, derrière, direct. Oh, il y a une truite de 40 derrière. Demi-tour dans les pieds. Ah, elles les prennent pas. Demi-tour dans les pieds. Allez. Qu'est-ce qu'il manque? Allez. Ouais. Yes. Hop là. Salut toi, petite poulette. Alors je vous ai parlé de l'ensemble, je vous parle du reste de l'équipement et tout d'abord la paire de waders, donc c'est indispensable pour marcher de longues heures et éventuellement pénétrer dans l'eau. On les choisit respirantes, elles sont plus légères à porter, on ne transpire pas dedans. Deuxième chose importante, la sacoche dans laquelle vous allez transporter tout le reste du matériel, donc notamment vos boîtes de leurre de différents formats, voilà, donc accessible facilement. Cette sacoche, j'aime bien les modèles en bandoulière qu'on peut glisser dans le dos et ramener à soi donc pour avoir tout sous la main facilement. Dans cette sacoche, on trouvera également tout le nécessaire pour refaire les bas de ligne et éventuellement décrocher un poisson. Donc les bobines de fluorocarbone, les ciseaux et les pinces. Ensuite, on va avoir l'épuisette, bien évidemment, pour recueillir votre prise. Donc l'épuisette compacte, un maximum pour ne pas s'encombrer. Et qui doit être muni soit d'une dragonne, soit d'une attache ceinture, soit, si vous le voulez, ajouter un aimant pour pouvoir la fixer et l'avoir à disposition quand vous aurez la prise au bout du fil, donc, et pouvoir la dégainer si besoin. Dernière chose importante concernant l'épuisette, son filet. Choisissez un modèle avec un filet résine qui va préserver le mucus du poisson, mais qui vous permettra également de décrocher facilement un leurre qui s'y serait emmêlé. Indispensable également la paire de lunettes polarisantes pour repérer les poissons avant qu'ils ne vous repèrent et bien distinguer sous la surface. Et un petit détail important également, pensez à toujours être vêtu
d'une tenue sombre ou du moins neutre pour ne pas vous faire repérer également et favoriser une approche discrète. Alors concernant les poissons nageurs, vous le savez, il existe une multitude de modèles. Maintenant, on retient 4 grandes catégories pour pêcher la truite. La première, une des plus utilisées, c'est le jerkbait minnow coulant. Donc un leurre au corps élancé et muni d'une bavette courte. Ce leurre, il est parfait pour peigner les zones de courant soutenues et les zones profondes. Deuxième catégorie, c'est toujours le jerkbait minnow, mais cette fois suspending, donc toujours un corps élancé et une bavette courte. Celui-ci, il est moins à l'aise dans les courants, on l'utilisera plutôt dans les zones de calme et les zones peu profondes. Troisième catégorie, ce sont les longbill minnows, donc toujours des corps élancés, mais ici des bavettes un peu plus longues, donc des poissons nageurs qui vont aller un peu plus creux et permettre de peigner des zones un peu plus profondes. Ils peuvent être suspending comme ici ou flottants. Les modèles suspending, on les privilégie pour les zones où le courant est modéré, donc zone de calme et d'amorti peu profond, tandis que les modèles flottants seront parfaitement adaptés pour pêcher notamment sur les fonds encombrés et donc faire des pauses et remonter au-dessus des obstacles. Dernière catégorie, les crankbaits, donc un corps beaucoup plus trapu, rondouillet avec une bavette longue. Ces leurres descendent rapidement et permettent de pêcher le fond des trous. On les choisit généralement flottants, ce qui permet de ne pas s'accrocher en réalisant des pauses pour passer au-dessus des obstacles. Je vous parle un peu de la taille des poissons nageurs. Donc généralement on utilise des leurres qui vont de 3 à 4 cm jusqu'à 7, 8, voire 10, 13 pour les plus grands milieux. Cette taille, on la décide selon bien évidemment la profondeur, selon l'endroit où l'on pêche dans la rivière. Donc sur une tête de bassin par exemple, où la rivière est étroite, on utilisera des petits poissons nageurs. Dans la vallée où la rivière s'élargit, des modèles un peu plus gros. En début de saison et en fin de saison, même chose, on utilisera plutôt des gros modèles, tandis que l'été, les plus petits modèles sont à privilégier, notamment quand les eaux sont très claires. En règle générale, on adapte aussi la taille à la taille des poissons qui vivent dans le milieu. Donc dans une rivière de petits gabarits comme ici, où la taille des poissons est généralement modeste, plutôt des petits poissons nageurs. Dans les grands milieux, on se laisse une chance de capturer les gros avec des modèles de plus grande taille. Maintenant, il ne faut pas hésiter à changer de ce que font la plupart des pêcheurs dans les milieux que vous pêchez. Et donc, même sur une rivière comme ici, un gros poisson nageur peut faire la différence. N'hésitez pas à tester, à faire des essais et à vous adapter aux conditions du jour et à l'humeur des poissons. Concernant les couleurs, 3 grandes règles, même si voilà, tout est possible, mais les valeurs sûres, ce sont les coloris imitatifs, type truitelle, goujon, vaison. Voilà, ça marche en toutes conditions. Quand les eaux sont très claires, une autre valeur sûre, ce sont les coloris naturels, donc avec des dos foncés et des flancs clairs, type bleu, aillou, argenté. Et enfin, toujours avoir quelques modèles flashy dans sa boîte, idéal en début et en fin de saison quand les eaux sont teintées ou piquées, mais qui peuvent aussi déclencher l'agressivité en eau claire quand les poissons ne veulent pas du reste. J'ai bien peigné le radier à la cuillère. Maintenant, je vais aller peigner un petit peu dans le trou avec un crank. Je vais descendre un peu plus profond, essayer d'aller débusquer un poisson qui serait posté dans la cuvette. Donc j'ai pris un petit crank qui est flottant. Si jamais je sens que je viens gratter le fond, je ferai une pause pour que celui-ci puisse remonter. Poisson. Yes. Non. Elle se décroche. Bon, comme quoi le choix a fonctionné. Il y avait bien des petits poissons calés dans la cuvette. Donc l'intérêt de passer au crank, là, d'aller insister un peu plus en profondeur si la première prospection entre deux eaux ou sous ou proche de la surface n'a rien donné. On va essayer, on ne sait jamais, il y en a peut-être une deuxième. C'est la pêche, hein, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Alors, j'ai remarqué là, suite à ces passages avec le crank qu'au cœur de la veine d'eau et donc au-dessus de la partie la plus profonde, mon crank est un peu léger et plonge pas suffisamment pour arriver au fond. Voilà, donc je vais opter pour un modèle un petit peu plus gros avec une bavette un petit peu plus longue pour évoluer un peu plus creux. Donc là, ça va me permettre de passer vraiment sous la veine d'eau principale là. Alors concernant l'utilisation de nos poissons nageurs et notamment les animations, on distingue 3 grandes catégories. La première, la plus connue de tous et la plus simple, c'est l'animation en linéaire. Donc on lance et on ramène.
Cette animation, elle fonctionne dans tous les sens. On variera juste la hauteur de la canne et la vitesse de récupération pour faire évoluer son leurre plus ou moins creux. Donc on peut utiliser cette animation de l'amont vers l'aval, de l'aval vers l'amont ou bien en travers du courant. La deuxième animation, c'est l'animation en stop and go qui peut se réaliser soit au moulinet en réalisant des pauses, donc dans la récupération, soit à la canne en réalisant des tirés et en récupérant le mou. Cette animation, elle est idéale avec des modèles suspending quand il s'agit de prospecter les amortis de courant, les zones de calme. Et elle est aussi très bien avec des modèles sinking quand il s'agit de prospecter le fond des trous et des cuvettes. Donc là, dans ces cas-là, on choisit un modèle sinking qui papillonne à la descente. Enfin, la dernière animation qui est complémentaire aux deux premières, c'est l'animation en twitching. Donc une succession de coups de sion pour désaxer son leurre et faire briller ses flancs. L'idée est de déclencher l'agressivité des truites. On l'utilisera sur des modèles suspending ou des modèles sinking. Les modèles sinking plutôt dans les courants, les modèles suspending plutôt dans les zones de calme et les amortis. Maintenant, quelle que soit l'animation pour laquelle on opte, pensez à varier la hauteur de votre canne et la vitesse de récupération pour évoluer plus ou moins creux. Prenez soin de peigner minutieusement chaque poste, donc évitez de réaliser des lancers trop longs à trop longue distance qui auraient tendance à alerter et à décaler tous les poissons. On prend soin de réaliser des lancers courts sous la canne et on avance, on progresse par petits bonds pour pêcher chaque poste avec précision. Et dernière chose, car il n'est pas rare que le poisson nageur soit pris à l'impact quand il tombe près de la berge opposée, pensez à bien fermer le pick-up juste avant le contact avec la surface pour le mettre le plus vite possible en action. Alors on le rappelle, quelques grandes règles à respecter, quel que soit le gabarit de cours d'eau et encore plus dans les petits milieux. Donc tout d'abord la discrétion, on évolue à distance des berges quand celles-ci sont dégagées et que l'eau est claire comme ici, on s'en rapproche au fur et à mesure. On s'applique lors des lancers pour être le plus précis possible en réalisant des lancers courts sous la canne. Le but étant d'arriver le plus près possible de la berge d'en face où souvent les poissons sont postés. Privilégiez tant que possible les lancers en 3/4 amont car vous allez passer le courant en travers et le dévaler, donc c'est le sens de fuite naturelle d'une proie. Enfin, évitez de pénétrer dans l'eau tant que possible et si vous y êtes forcé, pensez à remonter de l'aval vers l'amont pour ne pas alerter les truites qui sont postées plus haut. C'est gros, c'est gros. C'est gros les gars. Ouais. Ok. Doucement ma belle. Oh là 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 là. Allez, viens là, viens là, viens là. On va me mettre une volée là. Ouh! Yes! Ouh, c'est un beau poisson. Oh, yes! Regardez-moi cette belle mémère. Voilà. Ah ma belle. Hop là. Un hameçon, c'est amplement suffisant sur cette taille de leurre. Quelques astuces et conseils avant de vous quitter, notamment la pochette avec la mousse à l'intérieur. Ça, c'est idéal pour tout type de leurre, notamment les poissons nageurs que l'on remet humides, puisque la mousse va absorber l'humidité, donc évitez que vos hameçons rouillent. Donc important, privilégier les extrémités du jour quand il s'agit de pêcher au leurre. Ce sont toujours les meilleurs moments de la journée pour décider les truites qui sortent de leur cachette et viennent s'alimenter. Et enfin, pour garantir l'efficacité au bord de l'eau, pensez à toujours vérifier les armements de vos poissons nageurs après une session, quand vous reprenez, donc juste avant l'ouverture. N'hésitez pas à changer s'ils sont émoussés ou tordus, en privilégiant l'usage d'hameçons simples et sans ardillon. D'ailleurs, j'en ai un dans la main, il est prêt à l'emploi, juste derrière la rivière. Donc moi, je vous laisse, j'y retourne, et puis nous, on se retrouve
pour un prochain tuto.